J'appelle à la barre notre premier témoin, Fabienne Gou-Baudiman. Merci pour le micro. Madame Gou-Baudiman, vous allez être questionnée durant 5 minutes par le procureur, puis pendant 5 minutes par l'avocat de la défense. Avant de répondre à leurs questions, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots votre profession et vos activités, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Fabienne Gou-Baudiman, je suis prospectiviste. Ça veut dire que j'ai été formée dans les sciences humaines et sociales et mon métier est d'essayer de comprendre quelles sont les évolutions en cours, en faire des synthèses de manière à ce que les décideurs puissent essayer de prendre des décisions informées quant au futur. Merci beaucoup. Vous allez donc nous éclairer. Monsieur le procureur Mao, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Madame Gou-Baudiman. Bonsoir Monsieur le procureur. Première question. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui en France, particulièrement et plus largement en Occident, on ait ce sentiment de nostalgie du futur? On a l'impression que le futur finalement c'était mieux avant. Est-ce que vous observez ça aussi et comment vous l'expliquez? C'est un phénomène qui s'appelle rétrotopie. Et la rétrotopie, c'est le fait qu'au lieu d'être attirés vers les lendemains, eh bien, nous soyons attirés plutôt vers une période du passé que l'on magnifie, que l'on transforme en âge d'or, en période mythique, et on se réfugie dans le passé pour éviter de regarder vers l'avenir. Vous êtes prospectiviste, vous connaissez bien l'histoire du futur. Est-ce qu'il y a eu des périodes similaires par le passé? Est-ce qu'on a déjà eu exemple de périodes où, comme ça, on était à ce point en panne un peu d'imaginaire du futur? Pratiquement, chaque fois que nous avons eu des grandes ruptures, je pense notamment au XIIIe siècle, qui a été un siècle particulièrement difficile avec la grande peste, notamment, la peste noire, et un certain nombre d'événements, eh bien, on a effectivement eu des périodes où on considérait que vraiment le futur était catastrophique, qu'il fallait absolument revenir dans le passé. D'autres exemples peut-être plus récents historiquement ou... Historiquement, la rétrotopie que nous vivons actuellement par rapport, par exemple, à la France, les 30 Glorieuses qui sont imaginées comme étant une période absolument extraordinaire, alors qu'en réalité, on oublie qu'on a eu des tickets de rationnement pratiquement jusqu'en 48, voire même un peu plus, si ma mémoire est bonne, 53 dans certaines régions. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, par exemple. Donc voilà, un certain nombre de choses qui font que ce n'était pas si glorieux que ça. Est-ce qu'on n'a pas surtout un gros manque de culture du futur en France et plus largement en Occident? J'imagine que vous allez me répondre oui. Mais je discutais avec Daniel Kaplan de la FIN qui m'expliquait que, d'après lui, il faudrait apprendre l'histoire du futur dès l'école, apprendre à penser le futur, apprendre à faire de la prospective. Est-ce que notre panne des imaginaires du futur, elle ne vient pas d'abord de ce grand déficit éducatif sur le futur? Finalement, si on ne s'est pas formé en lisant de la science-fiction, en se passionnant pour des scénarios, à un moment, il faut avoir une rencontre avec le futur, presque par inadvertance, non? Est-ce que vous imaginez vraiment que je puisse vous dire non? Alors pourquoi oui? Alors pourquoi oui? Parce que si vous prenez par exemple les États-Unis, il suffit que vous alliez à Epcot Center par exemple, ou dans ce type de lieux qui sont vraiment construits pour être une image de futur, et vous ressortez avec un engouement, avec une passion. Vous voyez les enfants qui en sortent, ils sont émerveillés, ils ont les yeux version Tex Avery qui leur sortent littéralement des orbites, et cette passion, ils l'ont en eux. Ici, nous n'avons absolument rien qui nous tourne vers le futur. Vous allez au Futuroscope, et puis voilà quoi. Mais la France est un très vieux pays, intellectuellement, mentalement. Nous sommes un très vieux pays, et vous savez bien que les personnes très âgées ont assez peu d'appétence pour le futur. Et est-ce que cette crise du futur, elle est plus sensible en France qu'ailleurs, en Occident et dans le monde? Alors, significativement en Occident, mais la France est vraiment, je pense, de tous les pays où j'ai l'habitude quand même d'aller pour mon travail, c'est clairement celui qui tourne le plus actuellement le dos au futur. Ça, c'est très clair. Merci, ça sera tout. Merci, maître. Maître Keller, le témoin est à vous. Oui, le procureur Mao a essayé subrepticement de vous faire dire des choses négatives sur le futur et je pense qu'il masque un tout petit peu son jeu de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on n'est pas finalement des enfants gâtés? Vous dites que nous sommes un vieux pays et que les vieux ont un peu du mal à imaginer l'avenir, mais est-ce que aussi c'est pas parce que d'une certaine manière on a eu un peu tout de suite et que le futur est venu,
il nous comble déjà et on réclame encore et toujours plus. Est-ce que la crise du futur, elle vient pas aussi de ce phénomène un peu de, non pas de vieillesse pour le coup, mais un peu d'adolescence, d'enfant gâté? Alors, très honnêtement, au vu de la situation actuelle en France et dans le monde, le côté enfant gâté m'échappe un tout petit peu. Mais la vraie Vous parliez question... d'étiquette de rationnement. Bon, bah, aujourd'hui, je crois que ça va à peu près, non? Pour une bonne partie d'entre nous, mais pas pour tout le monde, loin de là. Vous avez vraiment des gens pour lesquels ça ne va pas du tout, et pas seulement pour nous. Mais la question est moins, me semble-t-il, celle-là, que celle vraiment de ce que c'est que le futur, finalement. Et je pense que, notamment pour messieurs et mesdames les jurés, pouvoir tenir un tel procès sans dire ce que c'est que le futur, moi, me pose quelques soucis. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vraiment que nous insistions. Le futur, ce n'est pas l'utopie. Nous sommes d'accord ? Je vais vous demander évidemment ce qu'est le futur. Vous imaginez bien. Je pensais que vous alliez me le dire. Bien. On n'a pas préparé nos relances, mais... Le futur, c'est simplement la manière dont nous nous projetons dans un lieu indéterminé, qui est d'abord un ailleurs. Et lorsque nous cessons de percevoir le futur comme un ailleurs, eh bien, nous cessons tout simplement d'essayer de le créer. Et je crois que si cette notion d'ailleurs, elle est vraiment très très particulière et elle est très propre au concept de futur. Si le futur n'est qu'un présent continué, il ne nécessite pas qu'on en parle, il ne nécessite pas qu'on s'y intéresse, qu'on y réfléchisse, qu'on conçoive des alternatives. Si on veut concevoir des alternatives, si on veut faire de la prospective, si on veut justement pouvoir prendre des décisions qui nous emmènent dans un lieu différent de celui où nous allons, c'est bien parce qu'on est en quête d'un ailleurs. Et c'est cet ailleurs-là qui fait sens. Quand vous parlez d'ailleurs, on a presque envie de parler du synonyme de projet. Est-ce qu'on a besoin d'un projet collectif? Est-ce qu'on a besoin... qu'est-ce que ce serait cet ailleurs? Vous savez par exemple que le mot utopie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, était donc un lieu pour le coup. Atopos. Voilà. Est-ce que c'est... c'est... Pardon, allez-y pour notre... Un sans lieu, sans temps, qui est en fait l'effet miroir du présent. L'utopie, le seul objet de Thomas More quand il invente l'utopie, c'est de pouvoir donner une vision du présent à l'envers. C'est exactement comme écrire dans un miroir, donner une image à l'envers parce qu'il n'avait pas le droit à son époque de critiquer la société telle qu'elle était. Donc il l'a fait par le jeu dit de l'utopie, qui est plutôt un jeu rhétorique. C'est un jeu rhétorique, mais en même temps, vous le dites, ce futur est un ailleurs, c'est un lieu où on doit aussi entraîner les gens. Est-ce que ce futur, en tant que reflet de notre présent, démontrerait que ce présent, précisément, est lui, atone, pour reprendre les termes du procès, minable? C'est quoi le problème à part l'éducation? On met toujours tout sur le dos de l'éducation. Je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une quantité de possibles qui nous pose problème dans nos choix. Lorsqu'on parle des machines volantes, alors je voudrais juste rétablir un tout petit peu les machines volantes, c'est 1890, Robida. C'est pas la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une très vieille histoire. Et c'est une histoire qui, en fait, n'a pour but que de nous montrer les possibles. Ce qu'évoque Robida avec les machines volantes, c'est demain, nous allons, grâce à la fée électricité, avoir une multitude de choses qui vont nous faciliter la vie. Et c'est ça l'approche initiale. C'est Jules Verne, c'est tout le mouvement dit de l'anticipation qui vise à pouvoir bénéficier des technologies, mais aussi de l'évolution des sociétés, de l'évolution des modes de gouvernement, etc., pour créer un monde meilleur. Et puis à un moment donné, on a ces deux guerres quand même qui viennent casser les choses, que ce soit la Grande Guerre, dite la guerre de 14-18, puis celle de 45 avec surtout Hiroshima, qui est intellectuellement, qui est un coup d'arrêt dans les projections vers le futur. Et à partir de là, on aura effectivement Philippe Cadic qui va être le porte-parole de cet univers très gloomy, très, très sombre que l'on imagine du futur. Mais il y a une espèce de désespérance qui vient s'installer à partir du moment où on se rend compte que finalement, tout est possible. Et si tout est possible, qu'est-ce qu'on doit choisir? Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle des millions de gens se sont empressés de regarder le départ sur la Lune. Oui, bien sûr. Mais combien aussi ont été manifestés, on l'oublie, devant la Maison-Blanche, notamment à l'époque, pour dire qu'est-ce que c'est que cet argent qui est dépensé pour aller dans l'espace, alors que finalement, on a ici des gens qui meurent de faim. Donc c'est ça aussi qu'il y a derrière cette idée du futur. C'est-à-dire qu'on magnifie toujours cette idée, alors qu'en réalité, on a une vraie balance. Quel choix doit-on faire?
Et vous, en tant que... J'ai encore une question, Madame la Présidente oui. Une petite question encore, oui, vous avez encore une minute. En tant que prospectiviste, est-ce que votre travail consiste davantage à tirer les fils du présent pour en définir les signaux faibles, ou bien à faire aimer le futur? On sent chez vous quand même une appétence pour la chose. Heureusement. Ça fait bientôt Qui 30 sont ans les que je fais nouveaux ce Jules métier, Verne? mais- Ce serait qui les nouveaux Jules Verne? Mais il n'y a pas de Jules Verne, nous sommes tous des Aurélien Jules Verne. Bélanger, ici présent Non, je pense que nous sommes tous des Jules Verne. Je pense que la grande force de ce siècle est sans doute pas la nôtre, parce que nous sommes déjà une ancienne génération, et c'est ce qu'on appelle le monde 1.0. Mais tous ceux qui, ici, sont nés vers la fin des années 80, par exemple, eh bien, ce sont cette génération-là qui va avoir cette force d'évocation, cette force de pouvoir, qui va se débarrasser des espèces d'oripeaux que nous leur avons transmis à travers le temps et qui sont en train de marquer une coupure extrêmement nette, ce qu'on appelle la grande transition, et qu'ils vont à partir de là refabriquer, retisser la toile du futur. Et ça, j'en suis profondément convaincue. Bien qu'ils se mettent de plus en plus à acheter des vinyles. Oui. Très bien. Et C'était une petite vanne pourrie comme ça. Merci beaucoup d'avoir en prie. bien voulu répondre à nos questions. Merci, Maître Keller. Merci, Madame Goubaudiman.